Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours pour nous un grand plaisir et un réel plaisir de venir chez vous à la maison pour vous présenter cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque soir, mais aussi chaque matin. Le soir, c'est, vous le savez, lundi soir. Et le matin, c'est mardi à partir de 7 h. Votre émission Débat de la semaine, une émission qui traite de l'actualité politique. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets seulement. Deux sujets qui font la une de tous les journaux depuis quelque temps. Le premier sujet a trait au voyage de Matata Ponyo aux États-Unis, à son périple. Il a été surtout question des sujets relatifs à la guerre dans l'Est du pays, mais aussi à l'économie. Et nous allons nous appesantir, nous, ce soir, dans cette émission, sur l'aspect économique. Le Premier ministre a fait une restitution devant la presse et il s'est dit satisfait de tous les résultats économiques enregistrés par le pays durant quelques années. On en parle dans cette émission. Deuxième sujet, le sujet, vous le savez, vous l'avez déjà deviné, il s'agit des concertations, il s'agit du dialogue, comme disent certains. Le président de la République a appelé au dialogue national ou aux concertations, c'est selon, depuis le mois de janvier, lors de la célébration des fêtes de Nouvel An. Et aujourd'hui, on s'enlise quelque peu dans le bavardage. Il n'y a pas encore des signaux de préparation concrets de ce dialogue, mais déjà dans les états-majors politiques, ça bouillonne. L'opposition comme la majorité ont réfléchi un peu sur les sujets que l'on va présenter lors de ce dialogue national. Voilà deux sujets à débattre avec nos invités que je m'en vais rapidement vous présenter. Nous avons à notre droite Martin Mukonkole. Il est secrétaire général du parti politique qui s'appelle la Sauvegarde, la Convergence chrétienne. Donc le parti c'est la Convergence chrétienne, il est secrétaire général de la Convergence chrétienne. L'autre invité c'est India, il est au cadre de la majorité. India que vous connaissez, et aujourd'hui il va débattre donc avec Martin Mukonkole. Voilà, premier sujet, comme j'ai eu à le dire, les questions économiques. Du 3 au 9 février, Matata Ponyo, Premier ministre du gouvernement congolais, a entamé une tournée aux États-Unis. Il a rencontré les officiels américains, mais également les autorités du FMI, le Fonds monétaire international. Il a été question des sujets économiques. Et les États-Unis, les partenaires en tout cas, se sont dit satisfaits des prouesses économiques enregistrées par la République démocratique du Congo. Première question, je l'adresse à India. Je l'adresse à India puisque je me suis déjà retourné satisfait des partenaires extérieurs par rapport aux chiffres. La croissance 7,2%, le taux d'inflation tourne autour de 2%. Qu'est-ce que vous pensez en tant que membre de la majorité lorsque un nouveau ministre enregistre ce genre de prouesses? C'est quoi une consécration? C'est quoi? C'est des encouragements à faire mieux peut-être? Non, mais au fait, il s'agit ici pas parce qu'on a travaillé dans les contextes qui est le nôtre, d'un contexte de guerre, un contexte plus grave. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le pays est dans une situation d'agression et où on a réalisé cette croissance à pratiquement de 7,2, mais les ambitions, c'est d'aller à une croissance à des chiffres. Les ambitions, je crois que non. Il faut encourager le gouvernement Matata à aller de mieux en mieux, c'est-à-dire faire encore plus. Nous n'allons pas nous arrêter parce qu'on parle du satisfecit. Non, c'est pas ça les ambitions du gouvernement, même la vision du chef de l'État qui veut à ce que effectivement les paniers de la ménagère, que non, le peuple trouve son compte. Donc au fait qu'au moment où on parle de la croissance, on sent au niveau des implications, des impacts au niveau social. Donc, notre problème aujourd'hui, que nous voulons nous organiser davantage pour que cette croissance
arrive à se faire sentir au niveau de la population, qu'on sente effectivement que non, les gens qui sont à Fumunkento par exemple, donc dans un quartier reculé, qu'on voit que non, il n'y a pas un grand écart entre les standings de vie de gens qui sont à la Gombe et les gens qui vivent à Fumunkento. Donc, au fait, je crois que non, il faut encourager le gouvernement Matata. Et donc, d'ailleurs... C'est justement ça qui étonne un peu les membres, vos adversaires de l'opposition, se satisfait. Les gens sont un peu étonnés. On a vu un peu la presse se poser de questions. On a également constaté beaucoup de stupéfaction de la part des amis de l'opposition qui ne croyaient pas que les États-Unis pouvaient féliciter le gouvernement Matata pour des prouesses. Et parce qu'à l'opposition, on a toujours dit qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire et ces chiffres étonnent. Vous confirmez ces étonnements, Mukonkole, vous qui êtes de l'opposition? Est-ce que ce satisfait semble vous arranger? Non, mais je crois que vous êtes journaliste. J'ai beaucoup apprécié la manière dont mon co-débatteur lui-même a hésité de confirmer cette satisfaction qui se déclare dans les milieux du Premier ministre et surtout dans les milieux aussi des Occidentaux, des Américains particulièrement et la Banque mondiale en particulier. Je me demande, ces satisfaits-là, on les dit à base de quoi? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été amélioré sur le plan social chez nous ici? Qu'est-ce qui a été créé? Combien d'emplois on a créé? Et combien d'augmentations de salaires on a enregistré? Moi, je crois que c'est de la distraction. Satisfait pour les étrangers qui ont vu leurs affaires très bien tourner en collaboration du gouvernement qui a plus favorisé l'extérieur que l'intérieur. Là, nous prenons notre peuple à témoin qu'ils comprennent. Les gens sur qui ils sont en train de tenter de compter aujourd'hui, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leur économie? Où est-ce que vous avez vu la relance des activités économiques? Où est-ce que vous avez vu la relance des activités agricoles? Posez la question à la MIBA, posez la question à la GECAMINE, posez la question à Kizenga Manganès. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas progressé, on n'a pas vu les progrès. Il y a beaucoup. On peut même poser la question à la fameuse réserve stratégique, on peut poser la question à la fameuse ferme d'Ensel. Il y a des choses qui ne marchent pas. L'agriculture tourne à quel niveau? Je reviens à vous. Donc, vous Martin, comprenez? je reviens à vous, parce qu'il faudrait que l'émission soit animée, donner la parole à chaque fois aux deux débatteurs. Il y a cette question qui étonne aussi, India, c'est la corruption. Moi, j'ai vu les écrits, les journaux, et là où c'est écrit noir sur blanc que les États-Unis se sont dit satisfaits des efforts enregistrés dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Mais ces efforts ne sont pas jusque-là palpables, on ne voit pas ces efforts. Comment les États-Unis peuvent se satisfaire des efforts sur la corruption alors que la corruption, jusqu'à preuve du contraire, continue à battre son plein dans notre pays? Et si on en s'en tient aux rapports des ONG, qui sont assez sérieuses sur le classement des pays parmi les plus corrompus, on occupe toujours la dernière place. Mais voilà que les États-Unis se disent satisfaits. On ne sait pas. Est-ce que c'est des propos qui sont seulement situés sur le plan politique pour se dire qu'on on veut renouer avec la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est sincère, c'est satisfait des États-Unis? Bon, d'abord, je voulais apaiser mon ami, l'honorable Martin Mukonkole, qui a dit, en fait, ce n'est pas dans l'entendement du Premier ministre. Je crois que nous avons, depuis que le pays a commencé, je ne suis pas ensemble, peut-être, au fait, avec lui, dans son cabinet, sur le plan politique. Donc, on échange avec un certain nombre de... C'est les véritables premiers ministres qui nous ont démontré la volonté de faire marcher les pays. Aujourd'hui, regardez les budgets, parce qu'il s'agit d'un régime. Prenez, en fait, il faut faire, je sais que je suis en face d'un économiste, et prenez, le régime a commencé en 2001 avec un budget de 360 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 7,5 milliards pratiquement en fait, où on retrouve aujourd'hui avec les budgets en fait en équilibre, en recettes et
et en fait en dépenses d'une manière équilibrée, vous allez vous rendre compte que non, effectivement, il y a un progrès. Mais mon ami, mon Congolais qui est en face de moi, il n'habite pas la Lune. Et je crois que le développement, c'est d'abord la paix. Et vous n'allez pas à Goma, province orientale, c'est pratiquement des greniers agricoles, des zones où aujourd'hui, peut-être miniers, et agricoles aussi. Il a parlé de sa relance aujourd'hui. Le travail que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir créer de nouvelles richesses, relancer l'économie. Nous avons des potentialités. Il faut rendre ces potentialités à une valeur ajoutée. Mais pour rendre ces potentialités à une valeur ajoutée, il faut des capitaux. Si vous voyez aujourd'hui, nous n'avons pas, vous êtes sans ignorer, que nous n'avons pas droit aux financiarisations. Nous avons droit à la facilité. C'est le travail qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que nous étions inscrits dans les programmes PPTE. Vous connaissez mieux. Donc, il y a des efforts. Vous pouvez peut-être être méchant de ne pas reconnaître qu'il y a des efforts. Mais nous disons, nous, et même le Premier ministre, qu'il n'est pas encore arrivé. C'est pas, en fait, nous devons l'encourager à la faire le mieux. La question que vous m'avez posée, oui. Aujourd'hui, écoutez, dans ces pays, quand vous voulez mettre de la rigueur, vous voulez lutter contre la corruption, vous ne serez pas aimé. Prenez un exemple. Vous nommez votre conseiller financier, il ne sera jamais aimé par... S'il veut mettre, il veut boucher tout ce qu'il y a comme robinet, vous ne serez jamais aimé. Mais donc on a été habitué, C'est vous qui dirigez. Au fait, c'est la majorité qui dirige. Écoutez, non, c'est la majorité cette majorité c'est la majorité qui nomme les magistrats. C'est la majorité qui donne une ligne de conduite à la justice. C'est la majorité qui dirige, qui est au pouvoir. Attention, je pense que... attention, n'allez pas dans... Il ne faut pas se glisser. La justice est indépendante. Oui, d'accord, oui, mais c'est la majorité qui nomme les magistrats. Rentrons à la Constitution. C'est la majorité qui nomme, c'est la majorité qui peut sanctionner et c'est la majorité qui peut mettre fin à la corruption. Non. Nous sommes, nous sommes dans ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Nous avons 3 pouvoirs et 4 institutions en République. Il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Mais il ne faut pas que nous puissions nous glisser dans ce genre d'erreurs que j'entends. Nous sommes en train de gouverner, de gérer l'État. On gère l'État sur base des normes. Vous gérez aussi le secteur judiciaire. J'ai dit ceci. Écoutez, nous gérons l'État sur base des normes. Et nous gérons l'État au fait avec nos partenaires. Parce que l'opposition est institutionnelle dans ces pays. L'opposition fait les garde-fous et propose. Il ne va pas vous laisser parce que vous gérez l'État. Non, il est là comme garde-fou. Et il vous propose. Attendez. L'opposition est très, très limitée parce que vous avez toute la force avec vous. Alors, si la majorité à l'armée, la majorité à la police, la majorité à les institutions, la majorité à la justice. Vous avez toutes les institutions en main. C'est vous qui dirigez. Je crois que non, vous allez me retirer la parole parce que vous m'avez posé toute une litanie de questions qui a besoin oui. De réponses parce qu'en face de moi, vous n'êtes pas plus intéressé que la population qui me regarde. Je voulais juste vous dire que non, il y a un combat qui est déjà engagé. Et aujourd'hui, je te l'ai dit, il faut, nous qui avons eu la chance de voyager de temps en temps dans des milieux comme Goma, où on reçoit la plupart des diplomates qui passent par là. Aujourd'hui, l'opinion internationale arrive aujourd'hui à faire des propositions, en fait, je peux dire, nous arrivons à recueillir que non, effectivement, le gouvernement aujourd'hui est en train de lutter. Le gouvernement Matata, aujourd'hui, est en train de soigner de plus en plus l'image au niveau international, c'est-à-dire dans le cadre de la gouvernance. Bon, c'est un travail, c'est un processus. Ce n'est pas un travail du tic au tac. Nous pensons qu'aujourd'hui, les gens, les États-Unis, les FMI, la Banque mondiale, qui a dit au fait qu'on voit une volonté, une volonté
qui est manifesté dans le cadre de pouvoir éradiquer les antivaleurs, donc la corruption, on a senti effectivement aujourd'hui, que nous on a senti. Comme exemple, parce que vous avez besoin des indicateurs réels. Non, attendez, je vais terminer. Comme un exemple. Très rapidement, parce que comme un exemple. Vous avez vu la plupart des chantiers qui sont aujourd'hui pratiquement, je peux dire, en repos aujourd'hui, qui traînent. Au fait, c'est parce qu'il y a un mécanisme qui est déclenché pour combattre la corruption. Et ce mécanisme, c'est une volonté manifestée du président de la République, du gouvernement Matata, de lui-même Matata aujourd'hui, qui fait à ce que d'ici 10 ans, je pense, d'ici 10 ans, nous pouvons atteindre un taux normal qui va nous permettre de soigner de plus en plus notre image au niveau international. Et nous allons... S'il vous plaît, on va donner la parole. Vous avez été très long. C'est vrai que je vous pose des questions, mais c'est des questions que le public se pose. La population se pose ce genre de questions. Et vous avez dit quelque chose, vous avez dit un élément qui m'a tiqué lorsque vous dites que mettre fin à la corruption, ce n'est pas facile. Mettre fin à la corruption, ce n'est pas facile. Oui. Lorsque vous le dites, quelque part un peu, on se dit, c'est pas facile comment? Oui. C'est pas facile comment? Parce que la majorité a tout ce qu'il faut pour mettre fin à la corruption. Vous avez il faut engager, c'est un combat. Je reviens à Martin, vous de l'opposition, lorsque vous entendez la majorité dire que ce n'est pas facile de mettre fin à la corruption, comment vous réagissez? Non, ce ne sont pas mes Vous avez dit que ce n'est pas facile. Non, j'ai dit que c'est un travail complexe, mais nous sommes engagés. Ce qui est complexe et compliqué. Non, attendez, j'ai dit ceci, donc il faut reprendre mes mots. J'ai dit que non, nous sommes déjà enclenchés dans ce processus. J'ai dit que c'est un processus. Même aux États-Unis, même dans des grandes nations, aujourd'hui, on n'a pas encore éradiqué totalement la corruption. Donc, nous sommes dans un processus pour soigner l'image. D'accord. Martin. Dans le cadre de la gouvernance. Martin. Moi, je suis très content. Très content dans la mesure où quelqu'un au pouvoir, il vous dit qu'il est en difficulté de pouvoir faire respecter les lois de la République. Il vous déclare son incompétence au vu aussi de tout le monde. Donc vous comprenez que nous avons des messieurs au pouvoir aujourd'hui qui sont incapables d'exercer le pouvoir. Parce que le pouvoir, quand vous l'avez, vous devez faire régner la discipline. Et quand il y a une indiscipline, c'est-à-dire le monsieur qui est chargé de maintenir la discipline, il est incompétent. Donc, aujourd'hui, mon ami, la DGA India, vient de vous dire que vous avez vu qu'il y a des chantiers qui sont arrêtés. On a arrêté pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher à mettre de l'ordre, parce qu'il y a des détournements. C'est à la réponse à la question que lui avait posée pour savoir pourquoi cette impunité continue à exister. Figurez-vous, aujourd'hui, on ne nous a jamais dit. Maintenant, lui vient de nous dire on a arrêté les travaux parce qu'il y a des détournements. Ils sont incapables de sanctionner. Ils ont détourné l'argent du Congolais qui devrait en principe être utile, plongé dans les différents chantiers, et ils sont incapables de se sanctionner. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Moi, je pense, les jours où nous faisons de l'opposition réaliste, c'est-à-dire, nous n'avons jamais accepté que la République soit gérée au hasard. Nous n'avons jamais accepté que la République soit gérée par rapport aux intentions ou aux sentiments ou aux réflexes des individus. On doit gérer la République en rapport avec la volonté populaire. Parce que c'est chacun qui doit retrouver son compte dans le fonctionnement des institutions. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas émettre un avis toujours négatif, mais je préfère rester dans la lecture des faits réels. Je ne pense pas que mon ami India qui m'a dit que quand vous allez à Goma, quand vous allez à Kisangani, vous trouverez qu'il y a une production surabondante. En tout cas, je ne sais pas, il peut me citer. Quel est ce secteur-là où la production est tellement surabondante? Elle a été produite par des individus ou par des sociétés ou par quel service de l'État? Nous connaissons les malaises qui règnent un peu partout. Ça fait partie de l'incohérence de notre gouvernement qui ne sait pas très bien canaliser les Une question à vous au sujet de la corruption. On dit que la corruption fait également partie des mentalités, fait partie des habitudes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la corruption, il n'y a pas que le pouvoir non plus.
qui est concerné dans cette histoire de corruption. Il y a également, du côté de l'opposition, des personnes qui tombent dans ce péché connu de la corruption. Il y a eu des missions parlementaires qui ont été instituées au niveau de l'Assemblée nationale, où les députés de l'opposition étaient membres de ces missions parlementaires, qui sont allés auditer les entreprises. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu les véritables rapports qui accusaient ces responsables des entreprises que la même opposition critiquait déjà avant que la commission soit instituée. Vous voyez que cette question de corruption, c'est vrai, il faut jeter la balle à la majorité, parce que oui, la majorité est en train de diriger le pays, mais c'est une question qui touche toutes les couches de la population aujourd'hui. Du plus petit au plus grand, l'opposition également est gangrénée par la corruption. Vous savez, la sanction n'est pas de la compétence de l'opposition. La sanction est de la compétence de l'exécutif. Nous, au niveau de l'opposition, quand nous dénonçons, c'est ça le premier travail de l'opposition, nous dénonçons qu'il y a corruption ou il y a détournement. Il appartient à la justice et à l'exécutif de pouvoir mettre les mécanismes afin d'arriver jusqu'au bout. Mais celui qui dénonce aussi doit avoir les mains blanches. Voilà. Quand vous avez les mains déjà salies de sang et vous voulez dénoncer, mais quelque part on vous dira, mais vous nous accusez, mais vous-même aussi. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez des pots de vin. Vous êtes journaliste. Pour vous êtes journaliste. Les ADG, les protéger des ministres. Quand on les interpelle. Oui. Je ne sais pas. Qui est celui de l'opposition pour qui vous avez un cas de détournement et qui n'a pas été sanctionné, qui a été dénoncé mais qui n'a pas été sanctionné? Si vous en avez un cas, vous pouvez citer. Mais si ce cas a été déjà cité et on n'a pas sanctionné, à qui la faute? Prenons le cas, monsieur le journaliste. Vous là, vous venez de vous compromettre. Pensez-vous que c'est de vous-même que vous devez vous sanctionner? Il y a quand même un organe qui est chargé de sanctionner. Je me demande qui vous connaissez de l'opposition, qui s'est compromis à quel niveau? Au niveau de la gestion d'une institution, ou au niveau de la gestion de l'opposition, ou au niveau de la gestion d'un service public de l'État? Vous dites que les opposants se compromettent à quel niveau? Où est-ce que vous aviez senti qu'ils se sont compromis et on n'a pas sanctionné? Ce sont des choses qu'il faut clarifier. Parce que quand vous racontez des choses comme ça, les gens peuvent penser qu'il y a un opposant qui est au pouvoir, il arrive à se compromettre et on ne le sanctionne pas. Non, je parlais des commissions parlementaires. Des commissions parlementaires. De quelle législature? C'est ici ou bien la législature passée? On a vu beaucoup de choses dans la législature passée. Oui, surtout la législature passée, on a vu beaucoup de choses. Oui, mais là, vous connaissez qui devrait exécuter, vous connaissez qui devrait exécuter. C'est mon ami Indja ici et sa famille politique qui était au four et au moulin de tout ça. Je crois que ça ce sont des choses que nous avions décriées et dénoncées. Mais je crois que ce qui est plus important, nous devons tous comprendre que nous n'avons pas besoin de la médiocrité dans la gestion de la République. Et si aujourd'hui les amis qui se disent aujourd'hui majoritaires, or ils sont vraiment minoritaires, qui se disent aujourd'hui majoritaires mais qui sont au pouvoir, tout en oubliant qu'ils sont minoritaires, ils doivent faire très attention. Voilà, on ne gère pas la République avec des sentiments, on doit gérer la République avec les textes et avec la volonté que la République appartient à tout le monde. Exactement. Et surtout le pouvoir qu'on a, on doit savoir que c'est un pouvoir qui est ici de ses souverains primaires. Mais quand on arrive à tricher, c'est comme ça qu'on se comportera toujours en un incivique par rapport à la gestion de la République. D'accord. On va terminer par une dernière question sur le plan économique. Voilà la question que je vous pose. Vous avez tout à l'heure cité, j'ai bien aimé lorsque vous avez développé votre pensée, vous avez dit que le budget de l'État a commencé à augmenter depuis 2001, petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards de dollars. Vous avez cité l'exemple. Oui, c'est bien beau, le budget de l'État en progression incessante, en progression continue, on ne peut qu'applaudir, on ne peut que féliciter, mais il y a une chose, depuis 2001, on parle du social dans ce pays. Depuis 2001, on ne connaît pas le nombre des emplois créés. Depuis 2001, on ne connaît pas le nombre des logements sociaux créés. Depuis 2001, on ne connaît pas le taux d'investissement investi dans ce pays. On ne connaît pas. Et de 2001 jusqu'à 2013, ça va faire 12 ans. 12 ans que sur le plan social, le pays tourne en rond. L'électricité, l'eau, c'est un problème. La santé, c'est un problème. Pourquoi on ne cite pas, India, vous qui êtes de la majorité, aussi des progrès dans le social en se référant en 2001 jusqu'en 2013, on ne parle que du budget qui augmente, on parle de la croissance. Voilà des questions que la population qui nous suit se pose. Il y a des chômeurs qui sont là, qui nous regardent. Écoutez, je crois que non, vous allez me laisser aussi... vous répondez juste un tout petit peu à lui et puis... Vous allez me laisser suffisamment de temps parce qu'il a, bien sûr, pris suffisamment vous aussi, vous avez pris suffisamment de temps non, avant de répondre. Je voulais juste peut-être... Allez-y, je vous en prie.
pour vous aider. Le chrono est plus favorable, toi, par rapport à moi. Bon, je voulais juste répondre peut-être avant que je puisse répondre à votre question. Je n'ai jamais parlé de surabondance au niveau de la production. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez notre économie, les pays vivent des impôts et des taxes. Et nous sommes en pleine, j'ai même dit tout à l'heure que nous avons des potentialités, il faut rendre ces potentialités à une valeur ajoutée. Mais pour rendre ces potentialités à une valeur ajoutée, il faut des capitaux. Nous sommes à la recherche des capitaux. Vous savez, depuis un certain moment, on nous a coupé. Nous n'avons pas droit à la financiarisation. Ce sont des facilités financières qui nous arrivent. Je crois qu'il est économique et économiste, il ne peut pas me contredire dans cet angle. C'est un bon monsieur, mais aujourd'hui, il est dans l'axe du mal. Un garçon intelligent, mais... Dans l'axe du mal, oui, être dans l'opposition, il utilise son être dans l'opposition ne veut pas dire qu'on est dans l'axe du mal. Attendez, Là il aussi, utilise son intelligence. Il va retirer avant la... C'est un choix qu'on fait. Je dis, il y en a qui étaient dans l'opposition qui sont aujourd'hui dans la majorité. Je m'excuse. Il y en a qui, qui étaient dans la majorité qui sont dans l'opposition. L'axe du mal, c'est un peu trop dur comme terme. Non, l'axe du mal, c'est quoi? C'est-à-dire que non, ton intelligence, vous travaillez au service du mal. Donc, c'est-à-dire, vous ne voyez que du noir dans tout ce que les autres sont en train de faire. Je crois qu'il a emprunté les routes de quitter Lemba pour arriver ici. Il n'a pas sauté pour arriver ici. Il a vu quelque chose qu'il n'a pas vu en 2001. Donc, au fait, d'ailleurs, il est, au fait, pour l'aider, dans les mémoires, il y a eu même... au fait, pour aller à Matete. Développez votre pensée, s'il vous plaît. Pour arriver à Matete, Lemba était coupé avec Matete. Il connaît l'histoire. Mais je voulais juste lui dire ceci que non, j'ai parlé aujourd'hui dans les contextes où les pays se retrouvent. Il y a contexte de guerre, d'agression. Mon ami Moukonkole, il y a une guerre d'agression où pratiquement l'intérêt majeur est préoccupé pour mettre tout, vous de la majorité, nous de la majorité, vous de l'opposition, nous nous mettons ensemble comment nous pouvons réfléchir et mettre fin à cette guerre. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous voulons déclencher le processus de développement, il y a toujours quelque part où on dit non, ça ne va pas, Kisangani, ça ne va pas ailleurs, oh, ça ne va pas. Donc nous sommes obligés, cet argent qui devait servir par exemple pour améliorer les conditions de vie de la population est pratiquement affecté dans les secteurs, comment mettre fin. C'est dans ce processus où nous sommes. C'est comme ça que nous avons demandé depuis un certain moment une citoyenneté pour que les gens se sentent et voient les pays comme leur affaire, comme leur bien commun, pour que nous ne puissions pas retourner sur et nous nous engageons au développement. Mais qu'à cela ne tienne, il a dit ici, mais la lutte contre la corruption, c'est un cheval de bataille du gouvernement Matata. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il a eu ses satisfecits. On sent que dans les préoccupations majeures qui font partie, qui président pratiquement les institutions en place, il y a le numéro 6, là, le numéro 5, la bonne gouvernance. Nous sommes inscrits dans ces chapitres pour que demain, nous ne disons pas que nous avons atteint le seuil de la gouvernance. Nous sommes en train de nous inscrire dans cette logique pour que demain, nous vous arrivions à vaincre les vices. Pourquoi? Parce que ces vices-là est dans la tête des gens de la majorité et de l'opposition. Maintenant, c'est une culture que nous avons trouvée. Nous devons faire ensemble, jonction ensemble, pour arriver à mettre fin. Et c'est un combat perpétuel. Ça nous concerne, pour notre survie, ça nous concerne. Ici, il ne s'agit pas d'épargner les uns et les autres. Bon, la sanction, il a parlé de la sanction ici, qui est l'affaire de la compétence de l'exécutif. Le respect des lois. Il a beaucoup insisté sur il a dit c'est de la compétence de l'exécutif. La sanction, elle est aussi de la compétence judiciaire. Heureusement, vous aviez fait un petit colibé ici, pour dire que non, ce n'est pas à nous de sanctionner un député de l'opposition. C'est à la justice. Et vous savez, à un certain moment, on a dit que non, pour des raisons d'harmonie, faisons table rase. Essayons pour des raisons telles. Voilà, tu sais, chaque fois, quand il s'agit d'attaquer un opposant, ou on veut arrêter un opposant, on va politiser l'affaire. Donc, je pense que non, aujourd'hui, ce n'est pas ce cas-là.
Mais parce qu'il y a plus d'opposants qu'on arrête que les ceux de la majorité. C'est rare d'entendre qu'on a arrêté quelqu'un de la majorité. C'est toujours des opposants qui ont des affaires en justice. Je peux vous citer, vous avez même dit ici les chantiers, il a parlé des chantiers. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, que vous connaissez, M. Mkonkole. Vous avez même trouvé, quand vous étiez en prison, vous avez trouvé des gens qui étaient là, qui sont là, parce que à cause de l'impunité, des grands responsables qui sont là, en termes de chiffres. Vous venez de dire, pour ta question, mais on n'a pas encore commencé le processus de recensement général de la population. Mais l'économie va de pair avec la statistique. On va la tirer, il faut un recensement pour arriver à savoir effectivement il y a combien de taux de chômage. Regardez aujourd'hui, toutes les constructions ici, il y a un boom. Attendez, il y a un boom dans le cas je peux dire, en termes de maisons, de construction de maisons. Mais c'est de l'emploi. Mais il faut arriver à faire une statistique de tout ce qu'il y a comme emploi en République démocratique du Congo. C'est comme ça que non, le Premier ministre a instruit le ministre Bahati Lukwebo pour qu'il se lance dans cette bataille, afin que nous puissions savoir, en 2013 par exemple, en 2013, vous avez suffisamment parlé, je crois. Non, attendez, en 2013, il y avait combien de création d'emplois au fait, en République. Bon, comment nous pouvons faire des projections en 2014? Je crois que non. Maintenant, comme je l'ai dit, nous quittions du phénomène des ordres qui a élu domicile depuis des années vers une issue qui est l'ordre. Merci beaucoup. Vous avez pris suffisamment du temps pour parler, même si j'ai beaucoup de questions à vous poser par rapport à ce que vous êtes en train de dire, mais on risque de faire une émission à deux et ce n'est pas favorable parce qu'il y a une autre invité. Lorsque vous parlez des emplois créés, parce qu'il y a des constructions, il y a des chantiers, mais ça suscite beaucoup de questions. Les emplois créés par des chantiers, est-ce que c'est des emplois durables? Est-ce que c'est des emplois, stables? Dès que le chantier se termine, la personne se retrouve au chômage. Ça fait très mal lorsqu'on dit, voilà, les 5 chantiers créent beaucoup d'emplois. Les travaux, oui, c'est des emplois précaires. Non, c'est comme ça que non. C'est comme ça que non. Non, c'est vrai. On a vu des gens. On a vu des gens. Tu veux répondre à ta question que toi-même tu te poses la question, réponds à ma place. Je voulais vous dire ceci. En une seconde. C'est comme ça que le gouvernement Matata vient de demander à ce qu'on puisse réformer l'administration publique. Parce que là où on retrouve les emplois pérennes, durables et stables, c'est dans l'administration publique. Là, je suis d'accord avec vous. Des sociétés ici, bon, je donne un cas de sociétés de communication. Ce ne sont pas des emplois pérennes. Voilà, là, mais nous sommes dans le cadre, nous voulons maintenant passer aux retraites, d'accord. On va résorber. Vous en profitez là. Tu m'as demandé, je voulais répondre. Lorsque vous citez l'administration, créer les emplois au sein de l'administration, investir, là je suis d'accord. Mais lorsqu'on parle des 5 chantiers, pas des 5 chantiers, en fait, lorsqu'on dit, voilà une route, on crée une route, ça crée des emplois, là, attention, il ne faut pas... Non, mais Monsieur Martin, on va passer, je crois, à l'autre sujet. Nous sommes à la moitié de l'émission. On va passer au deuxième sujet qui concerne les concertations aujourd'hui. Ça fait 2 mois aujourd'hui que le chef de l'État a parlé des concertations. C'était depuis janvier, d'abord un peu avant janvier et puis depuis janvier, lors des fêtes de fin d'année, il a appelé à ce que les gens puissent se retrouver autour d'une table, se parler. Lorsque je dis les gens, c'est la majorité, l'opposition, les forces vives, la société civile, se retrouvent autour d'une table, parler pour mettre un terme pour réfléchir un peu sur l'avenir de ce pays. Mais aujourd'hui, ça fait 2 mois depuis que cette idée a été lancée. Je l'ai toujours dit, l'impression qui se dégage, c'est qu'il y a un vide. Et il y a un penseur qui disait, lorsqu'il y a un vide, on va vers le désordre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ça traîne ce dialogue? Avant d'arriver à cette question aussi importante, je préfère que je vide un peu les flous. Oui, rapidement, au niveau de rapidement on va passer à... En tout cas, je ne connais pas le gouvernement Matata depuis qu'il est là. Qui il a sanctionné dans le cadre de la bonne gouvernance par rapport aux autorités de la majorité que vous êtes. Et nous connaissons beaucoup de choses que vous avez pu faire. Je ne vais pas les citer ici, qu'il s'agisse au niveau de l'armée ou au niveau du gouvernement. Ça, il ne faut pas que vous preniez notre peuple comme si c'était un peuple mouton. Qui vous avez déjà sanctionné? Qui ne connaît pas des habits que vous êtes en train de commettre tous les jours?
dans votre gestion journalière. Vous avez même tenté de citer, quand vous parliez de surabondance, vous dites qu'on doit peut-être relancer, c'est au niveau des impôts. Mais c'est paisible le cadre des impôts que vous êtes en train de faire souffrir aujourd'hui. Vous êtes incapable même de rétrocéder ce qu'ils ont mobilisé comme recette. Et quand même c'est rétrocédé, vous n'arrivez jamais à les payer. Pensez-vous que ces gens doivent continuer toujours à être torturés de cette manière? Non, soyons sérieux. Moi, je crois que ça, c'est un faux problème. Et vous avez réellement été coté positivement par vos parrains extérieurs pour qui vous êtes en train de rouler. Mais le peuple congolais vous a coté en dessous de la moyenne. S'agissant de ce dialogue, moi je pense, messieurs les journalistes, vous venez de dire que le chef de l'État lui-même l'avait annoncé. À la veille des festivités, il a dit que les concertations pourront commencer. Je pense jusqu'à ce jour, celui qui a les contenus de ces négociations, c'est celui qui avait annoncé cette idée-là. Je ne sais pas si le chef de l'État a déjà notifié son cahier de charges, les contenus de ce qu'il entend et le pourquoi de ces négociations, s'il a déjà communiqué à qui que ce soit, je ne sais pas. Peut-être son silence est en train de me faire croire qu'il est encore en train d'arranger les contenus de son cahier de charges pour l'annoncer à la population. Mais dis-moi ainsi, il faut que je fasse un constat, si le chef de l'État est arrivé moins d'une année de son mandat, a déclaré qu'il y a nécessité qu'il y ait des concertations nationales, c'est-à-dire qu'il a reconnu, noir sur blanc, qu'il y a un problème de légitimité, il y a un problème de crédibilité des institutions de la République. Parce qu'il fait ces constats déjà. Parce que s'il n'y avait pas ces constats négatifs de l'incompétence des institutions, je crois que ça serait un discours autre qui pourrait peut-être être appelé à la population de continuer à applaudir, à soutenir ce qui est en train de se faire. Mais quand on s'est dit que nous devons nous retrouver autour d'une table, on reconnaît qu'il y a un problème. Et je crois, ça ne sera pas une surprise, le chef de l'État, je crois, il va demander aux différentes institutions de déposer la démission parce qu'ils ont échoué. C'est la seule solution utile. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que le chef de l'État appelait à un dialogue pour essayer de voir un peu où nous sommes et où nous allons? Mais le chef de l'État a compris. Le chef de l'État a compris. Il ne veut pas réfléchir seul, mais il appelle ceux de la majorité, ceux de l'opposition. Surtout que vous avez toujours réclamé le dialogue, vous de l'opposition. Maintenant, là, voilà, il vous donne l'occasion, il dit, bon, voilà, mettons-nous ensemble, réfléchissons parce que le Congo appartient à nous tous et voyons ce qu'on peut faire de ce pays. La guerre dans l'Est, il y a beaucoup de problèmes à gauche et à droite. Réfléchissons. Après les élections, il va pousser les gens à démissionner. Non, le chef de l'État n'a pas dit ça. Après les élections de 2011, je crois s'il y avait une entité ou une famille qui avait réclamé les négociations, que les gens se retrouvent autour d'une table parce qu'il y avait trop de contestations, c'était l'opposition. On ne nous avait jamais écoutés à son temps-là. On pensait que nous étions en train peut-être d'embrouiller les gens ou de manifester. Non, on avait seulement compris la manière dont les pouvoirs étaient organisés au niveau de la Commission nationale électorale indépendante. Les choses ne s'étaient pas très bien passées, mais ce n'est pas ça ce qui est notre objet de la discussion aujourd'hui. Nous disons, le chef de l'État, il fait un message à la nation. Il promet qu'il va inviter les sensibilités politiques congolaises autour d'une table. C'est là où je vous dis, il n'y a que lui qui connaît l'agenda. Il n'y a que lui qui connaît les cahiers des charges. Il n'y a que lui qui sait pourquoi. Mais moi, je vous dis, s'il est arrivé à appeler à ce dialogue, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a un échec dans les chefs des institutions par rapport à ce que le peuple attend. Merci beaucoup. Donc, j'attendais que vous puissiez dire ça. Échec. Les institutions n'ont pas pu arriver à faire le travail comme il le fallait. Il y a échec, raison pour laquelle le chef de l'État dit, bon, remettons-nous ensemble pour réfléchir. Ça, c'est selon Martin Mukonkole. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que parce qu'il y a échec, parce que vous êtes arrivé dos au mur, bon, il faut appeler tout le monde à la rescousse pour venir vous aider? Vous, pourtant, qui avez le pouvoir en main, et vous avez l'impérium, mais vous commencez à chercher des gens à gauche, à droite pour vous aider. Et même l'opposition, que vous avez dit tout à l'heure, mal décrit tout à l'heure. Non, bon, c'est une des théories que nous allons peut-être aborder, la notion du pouvoir ici, tout au long de cet échange. Oui. Mais d'emblée, je voulais juste peut-être apaiser Martin Mukonkole. Sur 7,259 milliards de francs congolais inscrits dans les budgets, aujourd'hui, le gouvernement va mobiliser
4600 milliards de francs congolais. L'extérieur va mobiliser pratiquement 1 milliard 833 1833 milliards de francs congolais dans le cadre de mobilisation de l'aide extérieure. Je l'ai dit et je te confirme qu'il y a des mandataires qui ont été sanctionnés. Et pour des raisons de respect, je ne veux pas les citer ici. D'accord, on passe par au le dialogue. gouvernement Matata. Passons Il y au a dialogue. des OD, ordonnateurs délégués, qui ont été sanctionnés. Même en Il y a- province. j'ai Ça, dit, c'est vrai. ouais. Même en Au province, fait, il y a ça, j'en connais. plusieurs Oui. cadres, que ce soit Même en province, oui. de la DGI, là où vous étiez avant que vous soyez député, ont été sanctionnés. Et la sanction continue. Mais il y a la sanction administrative, il y a aussi la sanction judiciaire. Donc, au fait, s'il faut parler de la sanction, il y a plusieurs sanctions administratives, il y a aussi plusieurs sanctions judiciaires dans le gouvernement Matata. Je vous l'ai dit, ce n'est pas pour rien qu'on ne veut pas la tête, les politiciens, je ne dis pas le monde politique, ne veut pas la tête de Matata. Pourquoi? Parce qu'il veut installer la rigueur, il veut installer la gouvernance. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un S'il vous plaît, satisfait, on c'est va parce qu'on a passer- senti. Aujourd'hui, je Inde, voulais s'il vous plaît. Prenons rentrer. le deuxième Je sujet. voulais Vous avez déjà rentrer. répondu à Martin. Je crois Au qu'on- fait, on je doit voulais. évoluer. je Il nous voulais- reste 8 minutes. Prenons le mon deuxième frère, sujet, s'il vous plaît. mon frère, il n'y a pas de problème de légitimité. Voilà. Quand est-ce qu'on parle de la légitimité? En Sciences Po, quand on conteste ou quand les institutions sont à problème, sont en conflit. Et d'ailleurs, lisez l'exposé des motifs de notre Constitution. Vous allez voir les 7 préoccupations majeures qui président aux destinées des institutions. Vous allez vous rendre compte que non, aujourd'hui, on ne parlera pas d'une crise politique. Quand il y a contestation de la légitimité, on parle en politique de la crise politique. Où la population conteste pratiquement la légitimité des institutions et de ses animateurs, on parle de la crise politique. Or, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la problématique de la légitimité. Pourquoi? Parce que la légitimité est là. Mais C'est-à-dire pourquoi les vous demandez le institutions dialogue, alors? fonctionnent en harmonie. Mais pourquoi vous demandez le Écoutez, dialogue alors? les dialogues, c'est quoi? Pourquoi vous demandez? Le dialogue, c'est quoi? C'est un échange. Nous sommes partenaires. Mais on dialogue quand il y a un problème. Laissez On dialogue quand il n'y a pas de... S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, Attends, de dialogue. laissez-moi un peu. Laissez-moi mais je un veux peu. comprendre. Oui, tu vas comprendre. Oui, oui. Je vais arriver à te satisfaire. Voilà. Pour ne pas grignoter le temps. Ok. Parce que Allez. vous les laissez. Quand il est calme, vous les laissez. Vous aussi, Non. allez-y, je vous en prie. Adam, dialogue, c'est un échange. Oui. Nous, avec nos amis, comme mon ami, il est mon partenaire. Pourquoi? Parce que lui et moi, nous nous retrouvons, nous sommes liés dans un pouvoir qu'on appelle pouvoir législatif. Il est dans les pouvoirs qu'on appelle pouvoir législatif, où on retrouve un échantillon qu'on appelle l'opposition et un échantillon qu'on appelle la majorité. On parle la représentation nationale, n'est-ce pas? Ce n'est pas toute la population, mais cette démocratie qui est indirecte est représentée par un échantillonnage qu'on appelle pratiquement l'Assemblée nationale ou le Sénat, qu'on appelle le Parlement comme une institution. Je ne vais pas arriver à faire l'apologie ou donner cours ici des Sciences Po, mais je voulais juste lui dire que non, il ne faut pas se mettre en tête de parler de la légitimité. Que non, il n'y a pas une légitimité quelconque qu'on a Pourquoi dans avoir ce demandé pays. le dialogue? Je pose Oui. la question. On demande le dialogue, c'est quoi? C'était pour renforcer. Ici, c'est pour... parce qu'on a compris depuis un certain moment que non, le pays est en train de faire face à une agression, à une menace de la déstabilisation, oui, et une menace aujourd'hui au fait de la paix et du développement. Par qui et pourquoi? Attendez, il m'a posé la question. J'ajoute. Je vais apaiser. Pourquoi dialogue? Parce que le président voulait insister sur la cohésion nationale. Parce que nous faisons face à une menace d'agression. Nous faisons face à une déstabilisation de la paix, du développement et au fait, en République démocratique du Congo.
Aujourd'hui, nous voulons, d'abord, nous avons des problèmes entre nous, mais faisons d'abord face à cette menace des pouvoirs nous balkaniser. Et c'est pour cela qu'il y a un dialogue. D'ailleurs, voilà, je voulais juste aller de quoi. Moi, je suis partisan du véritable dialogue. Ou moi, du véritable dialogue. Donc il y a une faux, hein? Non, j'ai dit, écoutez. Très bien. C'est comme... S'il vous plaît, on va passer la parole à Martin. Non, il nous reste 3 minutes. Vous avez bouffé tout le temps. 8 minutes, je vous ai laissé. Donnez-moi 2 minutes, je termine. Pourquoi j'ai dit véritable dialogue? Véritable dialogue, c'est quoi? C'est-à-dire un dialogue social, où nous débattons sur... Nous sommes un pays riche. Nous avons la forêt, nous avons l'eau, nous avons les minéraux. Comment nous pouvons réfléchir? Au lieu que... Pourquoi? Parce que les rythmes ici, des partages des pouvoirs, nous avons commencé depuis la table ronde jusqu'à Sand City, en passant par plusieurs mécanismes. On n'a rien trouvé, la population n'a pas trouvé son compte. Aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir comment on peut créer de nouvelles richesses dans des secteurs, par exemple, porteurs de la croissance économique pour que la population trouve son compte. Voilà. Et c'est comme ça que non, aujourd'hui, ma proposition que j'ai faite au gouvernement et aux institutions, c'est que ce dialogue, ça ne sera pas question que nous nous échangeons ou on partage les gâteaux, mais réfléchissons comment nous pouvons faire sortir les pays de ces bourbiers pour que la population trouve son compte. Pendant ce dialogue, l'opposition veut quoi? Veut dire quoi? Parce que du côté de la majorité, on dit on veut faire en sorte que nous puissions regarder dans le même sens, mais l'opposition, vous voulez dire quoi à ce dialogue? Vous savez, en une minute, on termine. Nous avions toujours dit que le pouvoir actuel dans notre pays, ce n'est pas un pouvoir qui doit s'exercer par la force. C'est un pouvoir qui doit émaner du souverain primaire. Et quand le pouvoir émane du souverain primaire, il y aura confiance entre les animateurs des institutions et le peuple, et le calme et la paix pourra régner. Mais aussi longtemps, ces mariages-là continuent à poser problème. C'est comme ça que moi, je ne mâche pas les mots, je dis il y a crise de légitimité, il y a crise de confiance. Nous disons, la seule chose, c'est comme ça qu'un conseil, si moi il m'était demandé, parce que je suis de l'opposition, nous avons une cartouche de rechange pour la paix dans cette République. Mais s'il faut donner une proposition au chef de l'État, il a constaté, le chef de l'État, que toujours les gens avec qui il veut faire quelque chose n'entrent pas dans sa logique, les déçoivent. C'est comme ça qu'il y a toujours des crises en crise. Il faut seulement qu'il accepte que ces messieurs-là puissent déposer les tabliers. Quel monsieur? Ceux qui sont dans les différentes institutions, qu'ils puissent déposer les tabliers. Et ce n'est qu'avec ça que nous allons nous retrouver autour d'une table, là où il y aura. Et à ce moment-là, vous aurez quelle légitimité? Voilà. Qui vont aller, les chefs de l'État vont rester seuls. On est à la fin de l'émission. Et les institutions ne vont pas fonctionner. Nous nous retrouvons dans les désirata de quelle constitution? C'est ça le secret que nous gardons. On ne sait pas vous les donner maintenant. Nous ne tombons pas dans l'illégalité, dans l'inconstitutionnalité. C'est un contour politiquement. Je suis politologue. C'est un contour très dangereux. Et nous n'allons pas entrer. Voilà. Je dis ceci. Nous n'allons pas violer, nous sommes respectueux de nos textes. Sont épuisées. Nous sommes respectueux de la Constitution. Mesdames et messieurs, nous savons que non, aujourd'hui, la bonne manière de pouvoir prendre les pouvoirs, c'est par les urnes. Par des voix éligibles. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous pensons que non. Nous sommes à la fin. C'est comme ça que nous allons Nous sommes à la fin de cette émission. Je remercie nos invités de ce soir. L'émission a été très très mouvementée aujourd'hui. C'est vrai. C'est des sujets qui intéressent la population, qui vous intéressent, mais qui prouvent que dans ce pays, quand même, on organise des émissions où l'opposition peut s'exprimer, où la majorité peut s'exprimer librement. C'est déjà une avancée. Moi, j'aime bien suivre les émissions de débat dans ce pays. Il y a des pays où ces genres d'émissions ne peuvent même pas se tenir, ne peuvent même pas s'organiser. On ne peut pas les citer ici, ces pays, mais vous le savez, les pays d'Afrique où ces genres d'émissions, vous ne pouvez pas les organiser. Il faut remercier le président de la République. Non. Oui, mais c'est ça la démocratie. Merci à vous, c'est une avancée en tout cas. Merci à vous, merci à Martin Mukonkole, il est secrétaire général de la gouvernance chrétienne, de la convergence chrétienne. Et je remercie India qui est de la majorité. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, à lundi et mardi prochain. Au revoir. Il est discriminant aujourd'hui.
Ah, bon. Il avait donné beaucoup de temps. Oui, mais...